Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le 6e numéro de la 21e l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout et surtout jusqu'à la 21e minute qui vous permettra de gagner pas mal de jolis cadeaux. Comme d'habitude, je suis entouré d'une fidèle et très dynamique équipe de chroniqueurs composée de Caroline. Salut. Bonjour à tous. Il y a également Sylvain. Salut Aurélien, salut à tout le monde. Et là en dessous, c'est Mathieu qui est parmi nous. Ensemble, nous allons évoquer divers sujets. Comme d'habitude, ça va partir un peu dans tous les sens. On va parler de la Collab Galerie, un lieu dédié au street art du côté de la frontière allemande entre France et Allemagne. C'est toi qui étais, Mathieu, avec Adja, un autre chroniqueur dont vous allez faire la connaissance. Un collègue à nous des blogueurs d'Alsace et qui m'a fait découvrir justement ce lieu vraiment reconnu dans le monde entier. Et qui est une galerie en fait de street art qui change tous les 6 mois. Mais je vous en dis plus tout à l'heure. Et on vous fait partager évidemment toutes ces découvertes. Moi, je vous ferai découvrir un sport pratiqué surtout par des gens dans les massifs montagneux, que ce soit des Vosges, du Jura ou des Alpes, sport de montagne évidemment, mais on va garder le secret, comme on va le garder aussi pour une petite balade. Ça, c'est un de mes coups de cœur, j'ai découvert ça, promenade avec mes parents, c'était super. Et là aussi, on va garder le lieu secret, mais là, ce n'est plus un secret avec toi, Sylvain. On va évoquer le retour de cet objet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est une cassette audio. Alors, qu'est-ce qu'une cassette audio ? Retour vers le futur pour les anciens, oui, parce qu'on a d'abord autre chose à faire, c'est la technologie, puisque la 21e minute a une particularité. Il faut la lancer. Il faut la lancer. Allez, donc, c'est parti. Je déclare la 21e l'émission ouverte. C'est parti. Dans 21 minutes, vous gagnerez donc vos cadeaux. Et on parlait tout à l'heure de retour à notre cassette, retour vers le futur. Là, on revient. Hop, et on est nouveau là, on est au présent. Donc effectivement, je parle de ces cassettes-là. Alors, ça paraît presque anecdotique comme ça de me présenter des cassettes aujourd'hui, puisque là, autour de la table, ou même ceux qui regardent l'émission, je pense qu'il y a vraiment peu de monde qui écoute de la musique encore sur des cassettes. Alors, on a déjà eu le retour du vinyle. C'est vrai que dans les années 90, il y a eu les CD qui sont arrivés et le vinyle avait complètement disparu. Et pourtant, maintenant, quand on va dans les magasins culturels et des choses comme ça, on retrouve des rayons entiers de vinyle. Alors, est-ce qu'il va y avoir le même retour sur la cassette ? La cassette, c'est quand ça date à peu près fin des années 60. C'est vraiment fin des années 60, donc c'est quand même 60. Assez ancien, mais c'est vrai que ça a eu un essor énorme pendant les années 70, tout simplement parce que c'était un support qui était pas très cher, c'était beaucoup plus long, par exemple par rapport à un vinyle, on peut écouter plus de morceaux, et puis bon, après la qualité sonore c'est tout à fait discutable, même s'il y a eu des améliorations, parce qu'il y avait, vous savez, les petits sélecteurs qu'on avait sur les cassettes, il y avait les types 1, type 2 et type 4, il y avait les fers et chrome, tout ça s'est amélioré, les Dolby aussi qui sont arrivés, enfin voilà, il y a eu énormément d'évolutions. Le gros avantage aussi, c'est qu'on pouvait enregistrer. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça. Et c'est pour ça que ça a eu du succès. On pouvait avoir des cassettes vierges, on va en reparler encore. On en a effectivement. Juste ici, il va y avoir du matériel, des chaînes hi-fi qui vont vraiment être donc sur le haut de gamme. Et aussi, on en parlait avant tout à l'heure. Ce qu'on a accroché. Le Walkman, voilà. C'est même devenu un appareil mobile pour écouter de la musique, ce qui était quand même très novateur à l'époque. On écoutait de la musique dans un salon, dans un spectacle, des choses comme ça. Là, on pouvait l'emmener avec soi. On le fait encore aujourd'hui. C'est encore des choses qui sont restées aujourd'hui au niveau du nomade. Bon, c'est vrai qu'avec le CD, la cassette aussi, malheureusement, a disparu. Alors, pour le vinyle, en fait, lui qui a eu du succès, on peut comprendre pourquoi il y a eu un retour du vinyle. D'abord, parce que les pochettes, elles sont magnifiques. C'est des grandes images. Voilà. La qualité du son, alors là, c'est discutable, en fait, parce que il y a en fait ce qu'on appelle un genre de grain, en fait, qu'on retrouve en écoutant un vinyle. Alors, le grain, est-ce que c'est un défaut de la musique ou pas ? Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui chante, généralement, la voix devient plus humaine, parce qu'on a aussi un grain quand on parle. On ne voit pas que dans la tête, dans la voix. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais c'est vrai que du coup, il y a cet aspect-là. Donc, il y a beaucoup de mélomanes qui vont s'intéresser à ça. Et les platines qui sont produites aujourd'hui sont de meilleure qualité, et même les disques sont de meilleure qualité que ce qu'il y avait autrefois. Donc, si je raconte pas de bêtises, sur les vinyles, il y a une plus large bande de fréquences. Peut-être, ouais. C'est pour ça que... probable, ça parlera aux plus techniciens d'entre nous. Alors, est-ce que la cassette, on va retrouver ces mêmes qualités ? Alors franchement, au niveau qualité sonore,
c'est 10. Là, c'est un peu moins discutable. C'est vrai que les cassettes vieillissent assez mal quand même. Et c'est vrai qu'au départ, même la cassette, elle n'a pas un son exceptionnel en termes de qualité. Est-ce qu'il y a des belles pochettes, des belles images? Une cassette, c'est pas très grand. On voit le format d'une cassette ici, c'est pas énorme. Donc, ouais, il y avait des petits albums dedans, des fois, des petites paroles, des choses comme ça. Mais rien à voir avec le CD ni avec le vinyle. Et puis, pour le côté aussi rituel, je pense que les disques vinyle, les gens aiment bien aussi le fait de sortir son disque, de le poser, de mettre le saphir dessus. Enfin, voilà, il y a un côté un peu précieux. Alors que la cassette, à part changer de face, face A, face B, c'est vrai que le romantisme là de la technologie. Il y avait l'auto-reverse aussi. Il y avait l'auto-reverse, c'est ça. Et pour rembobiner les cassettes, il y avait le stylo bic. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, là, tu es en train de nous dire que la cassette, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle revienne, et pourtant elle revient. Pourquoi alors? Voilà. Alors pourquoi je te parle de tout ça et je parle d'un retour de cassette? Parce qu'il y a énormément de gens qui me posent des questions régulièrement, qui me demandent des conseils et comment fonctionnent les cassettes, comment on peut lire des cassettes, comment on peut les transcrire, des choses comme ça. Pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être un objet de mémoire. On va avoir une cassette. Alors là, vraiment, les cassettes peut-être des artistes qui étaient connus à l'époque, ça a été réédité sous forme de CD, des choses comme ça. Mais c'est plutôt les cassettes qui ont été enregistrées par les gens. Alors, dans ces histoires-là, il y a des enregistrements pirates de concerts. Les gens cachaient des micros dans leur casquette, ils enregistraient comme ça des concerts, on entendait tout le monde tousser autour. C'était horrible, mais c'était des enregistrements d'artistes pris en live, quoi, sur le vif. Il y avait les autres enregistrements, c'est ceux qu'on faisait, peut-être que tu faisais ça aussi, tu as fait beaucoup de radio aussi, mais vraiment ce premier radio-cassette, on faisait oui, bonjour, voilà, bientôt l'émission. On faisait ses premières émissions là-dedans, ses premières compilations. Et les émissions de dédicaces sur les radios locales, moi j'enregistrais ça, on passait des dédicaces aux copains, aux copines. Ouais. Je sais pas si vous l'aviez fait aussi. Exact. C'est fou, quoi. Voilà. Donc du coup, ces cassettes-là, elles devenaient intéressantes parce que en écoutant peut-être ces anciennes cassettes, tu vas retrouver ta voix d'enfant, tes premières voix de présentation. Pareil, si vous aviez enregistré des fois les parents ou des gens qui sont disparus aujourd'hui, ça renaît comme ça, la voix est encore présente. Donc du coup, les gens qui me posent des questions, c'est souvent pour numériser la cassette. Ils n'ont plus le lecteur de cassette, il n'y a plus rien qui est valable. Donc comment on va transférer ces cassettes-là pour pouvoir les avoir en version numérique? Alors il existe des appareils, des convertisseurs qui permettent de lire, qui envoient un signal numérique et après on passe sur un enregistreur numérique, sur un ordinateur. Ça se fait assez facilement. Il y a une petite particularité quand même, c'est parce que des fois beaucoup de gens pensent qu'on va faire simplement un copier-coller. Voilà, on prend, hop, je suis sur l'ordinateur, je fais un copier-coller. Ils ont complètement oublié que la bande, si on veut 1 minute d'enregistrement, ça va prendre 1 minute de lecture. Et voilà, donc c'est en temps réel comme ça que ça se passe. L'autre raison en fait du retour des cassettes, c'est pour passer sous le radar du numérique. Alors, c'est vrai qu'avec l'apparition du numérique, les plateformes pour écouter de la musique, il y a énormément d'artistes qui sont sortis de l'ombre. Dans le temps, tu avais droit à la parole si tu passais par une maison de disques. Voilà, c'était compliqué pour produire de la musique. Aujourd'hui, tout le monde, tu peux te filmer, tu mets ça sur une plateforme de vidéo, de streaming, des choses comme ça, et tu peux être diffusé. Sauf que il y a quand même des limites dans ces plateformes-là. Ce sont des limites légales de justice et des choses comme ça, enfin de droit. Et du coup, ça bloque un petit peu. Et les personnes qui sont un petit peu hors la loi ou qui sont un peu hors normes vont pouvoir faire ces enregistrements numériques, vont pouvoir diffuser ces enregistrements, pas par numérique, n'importe quoi, pas sur cassette, justement pas numérique. Ils vont pouvoir le diffuser sur cassette, le transmettre, et c'est intraçable. On peut pas retrouver qui a fourni une cassette et des choses comme ça. T'es en train d'inciter les gens à devenir des pirates. Il y a un retour comme ça du marché noir et de quelque chose qui passe sous le numérique. On peut pas pister, on peut pas retrouver. Alors évidemment, c'est plutôt des choses, des fois qui ont attrait à la violence ou des choses qui sont hors la loi, des choses comme ça, mais ces musiques circulent encore. Le troisième chose qui revient, c'est un petit peu la traversée de tout ce qui... je parle de technologie, en fait, mais internationale, mondiale, qui se développe dans tout ce qui est pays pauvres. Alors, les gens qui me demandent des fois d'avoir des cassettes, ils disent, OK, mais je dis, mais pourquoi vous voulez une cassette? C'est pour enregistrer ma voix, pour raconter ce qui se passe, pour faire comme un journal de bord que je vais envoyer à mes parents. Je dis, mais... De notre société, on envoie un mail, on envoie un truc au mieux, alors une carte mémoire ou des choses comme ça, sauf que dans beaucoup de pays, on oublie, il n'y a pas l'électricité qui est permanente, il n'y a pas de haute technologie, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone mobile. Donc ces gens-là qui sont issus des fois des étrangers, des choses comme ça, qui arrivent ici, envoient encore du low-tech, en fait, ces cassettes-là, qui vont être emballées dans un petit colis et qui vont traverser le monde pour avoir des nouvelles comme ça de la France et de la personne qui voyage. Je trouve ça complètement dingue, mais du coup, pareil, les questions qui viennent, c'est j'ai fait mon enregistrement sur l'ordinateur, parce qu'ici, il a un ordinateur, et maintenant, je fais comment pour le copier-coller sur la cassette? C'est le monde à l'envers, un peu. Ouais. C'est là, marrant. du coup, c'est un peu plus compliqué, et je sens que c'est des jeunes, en fait, à qui je m'adresse quand je pose ces conseils-là, et on sent vraiment que mais oui, mais c'est pas du copier-coller, c'est pas un numérique, donc voilà, mais la cassette, elle dure 1 heure, ça va vous prendre 1 heure, quoi, et vous allez devoir, c'est un peu long, quand même, voilà, c'est comme ça. Cette technologie-là, voilà, on est sur quelque chose qui prend encore du temps, voilà, malgré la technologie, ça prend du temps. Donc ça veut dire que je vais pouvoir réécouter mes cassettes de Patrick Bruel. Et oui, tu vas pouvoir les garder. Et même tes pirates quand t'es à un concert.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment les grandes pistes. Et c'est vrai que voilà, pour numériser une cassette, c'est facile. Pour enregistrer du numérique sur une cassette, c'est faisable aussi parce qu'il y a des entrées micro. Hein, il y a des entrées aussi lignes, hein, la line in comme ça pour entrer dans ces appareils-là, pour faire tout ça. Maintenant, on va pas se mentir, si vous cherchez d'être un mélomane et vous cherchez de la musique exceptionnelle, le numérique, c'est pas mal quand même. Hein. Après, c'est aussi un bel objet vintage, déco. On voit même du mobilier en forme de C'est ça. cassette. Décoratif, comme C'est l'a ça. dit Mathieu. Ouais, ouais. Et ça reste encore des... Vous savez, quand on parle d'immatériel comme ça, c'est vrai que... alors, on est peut-être un peu ancien aussi, mais moi j'ai vécu ça à un moment donné. Je pensais pas que de dire que j'allais payer quelque chose que je n'ai pas, en main. Et on se dit, tiens, toute cette offre numérique et des choses comme ça qui arrivent, bah non, moi je préfère l'acheter, un truc, et puis voilà, ça je sais, il est à moi, si je veux le réutiliser, je peux l'écouter. Et finalement, 20 ans après, on s'est quand même habitué aussi. On se dit parce qu'il y avait un choix qui était énorme, on se dit, ok, finalement, le disque, je sais pas, ça coûtait 100 francs à l'époque. et c'est vrai que c'était quand même un prix. Et des fois, on achetait un disque qui n'était pas génial. Alors que là, sur des abonnements qui n'ont même pas le prix d'un disque finalement par mois, on a une offre qui est énorme, quoi. On n'arrive pas à écouter toute la musique. Alors que finalement, pour écouter de la musique autrefois, on allait chez les disquaires, on disait, je peux écouter celui-là et tout. Ouais, vous l'achetez après. Voilà, mais c'est vrai que pour la découverte de la musique, c'était compliqué, quoi. Voilà. Maintenant, ça reste un objet qu'on garde, qu'on peut, qui passe à travers le temps. Sinon, c'est vrai, la question qui vient aussi, durée de vie d'une cassette magnétique comme ça, une dizaine d'années. Voilà. Alors, il y a toujours du son qui reste. Vous avez des vieilles cassettes d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, des choses comme ça. On peut encore récupérer des choses, mais le son sera dégradé. Je vais plus écouter Patrick. Si, Patrick, il aura la même voix. Il a cassé la voix, donc ça allait. Bon, merci beaucoup Sylvain, tu as été très exhaustif, hein, très très complet. On va quand même passer au sujet suivant, si ça ne te dérange pas. Écoute, sinon, vous pouvez vous asseoir et continuer, il n'y a pas de souci. Ouais, notre sujet suivant, ça concerne une discipline. Hein, quand on veut skier mais qu'il n'y a pas de neige comme à peu près partout en France, 9 mois sur 12 dans l'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les palliatifs? Est-ce que vous avez des idées? Kitesurf. Ouais, ça peut être une solution. Ouais, board, kiteboard, wakeboard. Wakeboard, ouais. Wakeboard, ski ski nautique. voilà, tout ce qui est aquatique du coup, quoi. C'est ça. Et puis il y a aussi, pour ceux qui aiment bien faire du ski de fond, la version plus ou moins estivale, ça a 3 noms, hein. Roller ski, ski à roulette ou ski roue. Et je vous invite à découvrir cette discipline avec un sujet qu'on a tourné du côté de la vallée de la Ture et de l'Erdre, du côté de Guebwiller, mais aussi du lac de Crute et des environs là-bas, près de Ranspach. Allez, c'est parti. Sacré tour. Le ski roue, également appelé ski à roulette ou roller ski, peut être pratiqué par tout le monde, même s'il est préférable d'avoir de solides bases en ski de fond. Souvent, c'est quand même des skieurs d'hiver qui sont déjà un peu confirmés, parce que forcément, il faut avoir un acquis technique pour pouvoir pratiquer un minimum. Si on arrive à faire du ski de fond, on arrivera très rapidement à se débrouiller en ski à roulette. Vu qu'on n'a pas de frein sur les skis à roulette, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à appréhender. La discipline est peu connue car, excepté dans les Alpes ou dans le Jura, on manque d'infrastructures un peu partout ailleurs, autrement dit des anneaux dédiés à cette seule pratique, alors il faut utiliser le système D. On peut pratiquer sur des pistes cyclables. Après, comme dit, l'état des routes, on s'adapte aussi un peu à l'état des routes, à l'état des pistes cyclables. Il y a le revêtement, par exemple, comme ici, qui commence à être un peu usé, on va dire. Ça fait une trentaine d'années que je pratique sur cet anneau-là, par exemple. Et on voit que le bitume commence à être un peu fatigué. Et donc du coup, nous, sur la vallée, on essaye de repérer un peu les endroits où il y a le moins de circulation, forcément. Parce que sur les grands axes, on ne va pas en faire. Et après, on va aller sur les endroits où ils ont refait le bitume récemment pour avoir un bel asphalte. Pour les fondeurs qui font de la compétition, le ski roue est un passage obligé en général de mai aux premières neiges pour travailler l'endurance et aussi la technique, quasi similaire à la différence que... Sur le macadam, on va avoir un rendu qui est vraiment fixe et on va toujours rouler de la même façon que sur la neige, en fonction de la qualité de la neige. Si c'est de la neige poudreuse, gelée, dure ou molle, le skieur va devoir s'adapter et les vitesses de déplacement vont être moindres.
Attention aux gamelles, bien plus douloureuses que sur leur blanc. Pour ne pas prendre trop de vitesse, mieux vaut rouler sur du plat ou en montée, car comme le signalait Jérémy, le freinage est réservé aux meilleurs. Et encore, peut-on réellement parler de freinage? On va faire comme un chasse-neige, où on va écarter les pieds et donc les roues, et on va appuyer la gomme, et c'est le frottement de la gomme sur le macadam qui va nous ralentir. Après, si on peut parler de freinage, c'est plutôt on va ralentir, quoi. Parce que si vraiment, ce qui est compliqué, c'est si je dois m'arrêter, comme en vélo, j'ai un obstacle qui vient, bah, c'est sûr que c'est un peu compliqué, quoi. Les skis-roues peuvent être loués auprès des ski clubs pour leurs adhérents ou alors on peut en acheter à partir d'une centaine d'euros dans des magasins spécialisés. Alors le ski roue, il se compose d'une poutre qui va contenir les 2 roues, une à l'avant et une à l'arrière, qui va permettre de rouler sur le bitume et se rapprocher au plus proche des sensations du ski. C'est ce qu'on utilise pour faire la préparation physique durant l'été avant la saison hivernale. Et sur la poutre, on va retrouver la fixation qui va être la même que pour les skis. Et on va utiliser les mêmes chaussures de ski et les mêmes fixations que pour les skis en hiver. Et ça va se fixer de la même façon. Chausser est presque un jeu d'enfant, il suffit d'avoir un bon sens de l'équilibre. Alors ça va être comme le ski, sauf qu'on est un peu plus haut vu que la garde au sol est un peu plus haute sur les skis roues. On va pouvoir se mettre comme pour les skis classiques et on ferme la fixation et on est prêt pour partir. Et les bâtons, pareil, comme en ski. On met les dragons et on est prêt pour partir. La deuxième. Et voilà. Voilà, c'était donc le ski roue, Chapeau. ou ski à roulette ou roller ski. C'est plutôt assez sympa comme discipline mais très technique. J'ai pu essayer. On n'a pas vu les images, c'est dommage. Bah, ça n'a pas été filmé. Hein. Ouais. Non, mais en fait, c'est pourquoi les gens font pas du roller? Parce que c'est très proche finalement, non, du roller, le ski roue, quoi. Alors justement, c'est Ouais. plutôt pratiqué par des gens qui font du ski de fond en compétition. Et à la différence du roller, là, il y a le pied qui a quand même qui peut bouger, qui Ouais, est donc mobile à vraiment l'arrière. comme- c'est comme vraiment le le vrai même ski de principe. fond, quoi. Ouais, vraiment. Les rollers, tout Ouais. est en un seul Ouais. tenant. Le pied, il est bloqué dans la chaussure, ce qui n'est pas le cas avec le ski Ok. roue. C'est pas un peu dangereux au niveau des pentes parce que justement il en parlait pour s'arrêter, on fait comment? Alors effectivement, la plupart des skieurs, soit ils vont en deux voitures et s'ils prennent la voiture, ils en laissent une au sommet quand ils font des ascensions de sommet et redescendent en voiture, ou alors pour les plus sportifs et plus écolos, ils redescendent, ils mettent leur ski dans un sac à dos, ils font le reste en rando, parce que freiner ça peut être très compliqué, on peut atteindre assez facilement des vitesses de 70-80 Ah ouais. km/h, Quand même. donc il y en a qui le font, hein, mais c'est vraiment le haut du panier, quoi, les meilleurs compétiteurs et ceux qui pratiquent qui le plus freinent souvent pas. la discipline. Ceux qui freinent pas. C'est aussi physique que le ski de fond? Parce que le ski de fond, c'est quand même. C'est quasiment la même chose, si ce n'est que là sur du bitume, il y a moins de résistance que sur de la neige, Ouais, et quand encore qu'avec les bons farts, ça peut être équivalent. Ce qui fait la grosse différence, c'est la qualité du revêtement. Sur un bitume tout neuf, je pense là, qu'on ça peut même roule atteindre des très vitesses vite, ouais. peut-être supérieures au ski. Sur un revêtement un petit peu chaotique, Dégradé, ouais. ça va très vite freiner. C'est pas très agréable d'ailleurs même d'en faire. Ok, ouais, c'est super. Ouais. Et il y a des clubs, il y a des. Alors, la plupart des clubs de ski de fond font du ski roue en été, d'avril aux premières neiges, en gros. Et après, il y a un petit mois de repos, ou d'avril ou plus tôt. Mais d'ailleurs, avril, c'est souvent la période de repos. Et les clubs proposent, mais alors, à leurs adhérents, hein, quasiment seulement, de louer ce matériel, les ski roues. Autrement, si on veut en louer chez des grandes surfaces qu'on connaît, ou on peut les citer, hein, GoSport, Intersport, Decathlon, on n'en trouvera pas. On peut en acheter, ça coûte une centaine d'euros pour les entrées de gamme qui sont, d'après les spécialistes, hein, je suis loin de l'être, a priori plutôt des bons produits, mais ça se trouve pas à la location ailleurs. Voilà pour le ski roue. Je pense que bravo. ça a été une petite des découvertes. Ouais. Et autre découverte. Le ski blond la prochaine fois, donc Ouais, ça. après le ski blond, bravo aussi. Est-ce que tu as aussi un jeu de mots pour nous parler de la Collab Galerie?
Non, mais éviter, Mathieu en a certainement. On va éviter. Donc Mathieu, la Collab Galerie, ça se situe à Weil am Rhein, de l'autre côté de la frontière, en franco-allemande. Je te laisse nous introduire le sujet qu'on va découvrir. Eh bien, c'est très simple. Vous traversez la passerelle des... je laisserai Adja tout à l'heure en parler. C'est encore mieux. Il vous montrera précisément où c'est. En tout cas, c'est vraiment chouette. C'est un endroit qui est gratuit. C'est au-dessus d'une grande surface de streetwear. Et pas une grande surface, enfin d'un magasin d'usine de streetwear. Et en fait, ça change tous les 6 mois. Et je vous invite à regarder directement le reportage. Et ce sera plus parlant. On se trouve actuellement sur un endroit assez atypique, c'est la passerelle des 3 pays qui sépare Huningue, Weil am Rhein et Bâle juste à côté. Je vous propose justement de passer cette passerelle pour aller voir un endroit qui est dédié au street art, ça s'appelle la Collab Galerie. On se trouve juste au-dessus d'un magasin d'une marque de streetwear très très connue. Ce qui est super, c'est que c'est une galerie qui nous permet de découvrir des artistes qui changent tous les 6 mois. Alors, il se trouve qu'on a une chance incroyable, c'est que nous avons ici la présence d'artistes. Nous sommes avant le vernissage justement de cette galerie. Ça change donc tous les 6 mois. Et là, on se trouve un petit peu en avant-première, en quelque sorte, du prochain vernissage que vous allez avoir la possibilité d'aller visiter. C'est gratuit, d'accord, à Weil am Rhein, avec des artistes qui viennent du monde entier. Si vous aimez le street art, que vous soyez des amoureux de l'art de manière générale, je vous assure, venez voir cet endroit qui est dans notre région des 3 pays, un lieu absolument incontournable de renommée mondiale. Alors Mathieu, comme tu le disais, Adja t'a fait découvrir cet endroit. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Est-ce que c'est déjà en termes de superficie quelque chose de grand ou c'est petit? Ça a quelle taille? Déjà, c'est grand, hein. Il y a plusieurs alcôves comme ça, c'est des murs, je crois, ils font 3-4 mètres par 3-4 mètres par 3-4 mètres, donc chaque artiste a vraiment le sien. Ce qui m'a vraiment plu, c'est de comprendre, déjà ça se renouvelle tous les 6 mois, donc c'est vraiment dans l'esprit du street art, c'est-à-dire que c'est recouvert. Au même titre, c'est des artistes souvent très connus, mais en fait, ils se font recouvrir aussi. Et c'est propre au street art. Donc, j'aime bien ce concept-là. Et tout simplement, on peut aussi rencontrer les artistes. C'est-à-dire qu'il y a des vernissages, ils sont là. Alors que d'habitude, les artistes de street art, on ne les voit pas forcément quand ils sont en train de travailler. Au contraire, ils font ça un peu en scred et on le découvre après. Là, on peut aller discuter avec eux, on peut aller même boire un coup avec eux, tout simplement. Il y a une soirée, un vernissage, c'est une galerie d'art. Et vraiment, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a différents styles et c'est chouette. Je le recommence, c'est la 4e fois, je crois, que j'y vais. Et à chaque fois, c'est différent, c'est très chouette. Et quand tu nous dis qu'on peut voir les artistes, discuter avec eux, on les voit aussi à l'œuvre. On reviendra à cette question tout à l'heure. Voilà, 21e minute, c'est le moment de gagner des cadeaux, en tout cas de vous annoncer lesquels vous pouvez gagner avec un principe que vous pouvez commencer à connaître, mais qu'on vous rappelle quand même, il faut vous abonner à notre page, liker la publication et surtout taguer la personne avec qui vous aimeriez profiter du cadeau. Et aujourd'hui, à vous faire gagner, je prends mes petites notes parce que j'ai oublié, on a des places de cinéma à gagner pour le CGR à Colmar, le CGR qu'on remercie. Nous avons également un livre, Mes Nuits Sauvages de Sylvie Perren, qui
vous avez parlé dans un précédent épisode de sa passion pour sa maison, une tiny house, une maison miniature. Et puis nous avons aussi ces 2 cassettes vierges pour faire vos enregistrements pirates, hein, comme vous l'a très bien présenté tout à l'heure Sylvain. Ça fait aussi office de lunettes, visiblement. Tu es très créatif. Donc, ouais, Mathieu, on te demandait tout à l'heure quand même comment on voit les artistes. Est-ce qu'on les voit à l'œuvre? On les voit une fois qu'ils ont fini leur œuvre? Alors en général, c'est pas forcément ouvert pendant. Nous, on a eu de la chance parce que, comme dit Adja, est bien connu là-bas et on est déjà venu faire des reportages là-bas. Donc on a pu y rentrer pendant que les artistes travaillaient, mais en général, il y a le vernissage et c'est là où on peut échanger avec eux directement. Donc ça, c'est tous les 6 mois. Il faut regarder sur le site de la Collab Gallery. On le mettra au-dessus de toi, là, voilà. Et comme ça, vous pourrez découvrir. Et pareil, ils ont une newsletter. Vous pouvez avoir les infos en amont. Alors c'est un lieu, Adja l'a dit tout à l'heure, c'est gratuit. Est-ce que c'est ouvert tous les jours de la semaine ou c'est un peu contraignant des fois? On peut y aller à quel moment? C'est ouvert les jours de la semaine. C'est c'est souvent ouvert en même temps que le magasin qui se situe juste en dessous. Voilà, donc on va pas spécialement faire de publicité pour la marque, même si voilà, c'est une marque internationale. Mais sur le principe, la Collab Gallery veut essayer de se démarquer de la marque qu'il a vu naître. Donc on va parler de la Collab Gallery uniquement. Ok, on a hâte d'y faire un tour, hein, de découvrir ça. J'ai à mon tour un petit coup de cœur à vous faire partager. Alors je vous propose, est-ce que vous êtes d'humeur joueuse? Allez, jouons. Alors, allez, on va faire un jeu. Mathieu, je vais te demander de mettre quelque part à l'écran, où tu veux, des images. Et je vais vous demander, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ont été prises ces photos? Vas-y. Le Grand Canyon. Non. Alors l'Australie, Colorado. Ça pourrait être le Luberon. Powell. Ça pourrait être le Luberon Alors, aussi. Sylvain est celui qui a été le plus proche. Mathieu, il a trouvé. C'est le Luberon. Non. Et non. Nous ne sommes pas dans toutes ces destinations dans l'Ouest américain. Tu nous as parlé du Colorado. Tu n'étais finalement pas si loin. En fait, c'est le Colorado alsacien qui se situe donc en Alsace. Eh bien non, il est situé en Lorraine, du côté du pays de Beach. On l'appelle aussi le Colorado lorrain ou Colorado du pays de Beach. Et on va se balader tout en commentant ces images. C'est un rocher qui se nomme l'Altschlossfelsen. Attends, j'ai pas bien compris. Altschlossfelsen. Et toi qui es bilingue, est-ce que tu peux traduire? Altschloss, le vieux château. Ouais. Felsen, j'ai un doute. C'est le rocher du vieux château. On va se balader tout au long de ce rocher qui est situé à la frontière franco-allemande en pleine forêt. D'ailleurs, au cours de la promenade, on passe de l'un à l'autre de ces 2 pays. Le départ pour y accéder se situe dans le petit village de Roppeviller, qui est en Moselle, à une centaine de kilomètres de Strasbourg, 15 kilomètres de Beach. C'est une barre rocheuse en grès qui fait environ 25 mètres de haut. Elle s'étend sur 1 kilomètre et elle est vieille de 225 millions d'années, rien que ça. Ouais. Plus vieux que les cassettes. Et ouais, c'est l'érosion qui l'a façonné, tout simplement. Il y a quelques temps, d'où son nom. Rivière ou glacier, un truc comme ça, ou c'était J'avoue ne pas avoir poussé des recherches historiques aussi loin. Mais en tout cas, autrefois, il y a un château qui y trônait. Il n'en reste plus grand-chose. L'avantage du lieu aussi qui est sympa, c'est sur ce rocher, il y a plein de petites tables de pique-nique qui ont été aménagées. Enfin, c'est vraiment super chouette. On doit compter 2 à 3 heures de marche pour faire la boucle, qui elle fait 7 km et demi, environ 200 mètres de dénivelé. Franchement, c'est abordable pour tout le monde et le chemin a été entièrement balisé par le club vosgien, côté français et côté allemand. Voilà, je vous invite, si vous avez l'occasion. Sympa, quoi. C'est très sympa et encore plus par beau temps parce que là, la roche prend une décoloration complètement folle. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission déjà. J'espère que vous êtes amusés à la suivre. N'hésitez pas à nous envoyer tous les commentaires que vous voulez, ce qui vous a plu dans cette émission, ce qui vous a moins plu, les sujets que vous aimeriez nous voir traiter à l'avenir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci au CGR pour ces places de ciné à gagner en vous connectant sur la21e.com. Merci aussi à Sylvie Perrenne pour son livre, ainsi que Pearl Diffusion qui nous offre ces 2 cassettes vierges. Allez, on se retrouve très bientôt, précisément le 21 septembre pour la suite de la 21e émission. À très vite. Allez, ciao. À bientôt.